Goldilocks scénario, pré-rentrée pour les actions et les obligations. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle édition du Top Gun, Goldilocks scénario, point technique. Alors, ça fait plusieurs semaines que vous le demandez, je vous propose la mise à jour de mon analyse technique sur les actions chinoises, les actions européennes, les actions américaines, les obligations européennes et les obligations américaines. Donc déjà, un gros boulot. D'ailleurs, les actions chinoises, c'est une opportunité. Alors, techniquement, fondamentalement, je donne aussi quelques petits repères fondamentaux sur la valo, etc. Mais, bien sûr, c'est l'après-rentrée. Le symposium, économique de Jackson Hole, de jeudi à samedi, à Jackson Hole. Un événement qui rassemble les banquiers centraux du monde entier. Nous attendons notamment la prise de parole de Jérôme Powell. Ce sera le thème dominant de cette fin d'été, de cette rentrée. Goldilocks scénario, pivot de la fête. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Goldilocks scénario? Le scénario boucle d'or. Alors voilà, il y a 10 jours, le marché s'enferme dans un scénario de récession. Je vous ai fait 2 vidéos. La première, il y a 10 jours, qui disait l'économie américaine n'est pas en récession. Depuis, les statistiques américaines semblent me donner raison. Nous verrons bien, restons prudents. Il faut attendre le rapport NFP du 6 septembre. Mais, je trouvais ça dommage de voir toute cette presse financière anglo-saxonne s'enfermer dans une peur excessive. Pour l'instant, l'économie américaine n'est pas en récession. Deuxième vidéo, je vous ai fait il y a 2 semaines. 3, les bonnes nouvelles arrivaient pour la désinflation. Nous avons eu une bonne nouvelle pour la désinflation sur le CPI. Et le meilleur est à venir. Restons toujours prudents. N'oubliez pas l'épée de Damoclès géopolitique. Voilà, nous allons donc parler de tout ça. Alors, bon, cette semaine voit donc cet événement important qui a lieu chaque année, le symposium économique de Jackson Hole, qui est un événement organisé par la Réserve fédérale de Kansas City, qui est une des antennes régionales de la Fed. C'est un événement private qui rassemble en fait les grands de ce monde, dans la sphère économique, essentiellement monétaire, les banquiers centraux. Bon, là l'idée c'est qu'ils vont tous bien sûr se parler pour essayer de converger vers le fameux cycle de baisse de taux à venir. Un pivot monétaire que certaines banques centrales occidentales ont déjà commencé, l'interrogation majeure étant bien sûr ce que fera la Fed. Au-delà du pivot, il y a la raison du pivot. Et les derniers mouvements de marché ont démontré qu'il s'agissait là du thème dominant, du thème fondamental dominant. En clair, si la Fed, qui va pivoter en septembre, pivote pour la bonne raison, la raison du Goldilocks. Alors c'est marrant, moi j'adore observer la presse anglo-saxonne. Il y a 10 jours, c'était récession, krach boursier. 4 jours plus tard, alors qu'il y a eu la mise à jour de statistiques importantes, les ventes au détail, des statistiques aussi du marché du travail, mais qui ne sont pas le rapport NFP, des statistiques d'activité, des indicateurs avancés. Nous sommes passés du récession à un retour du mot magique Goldilocks. Moi, je n'en ai pas de Goldilocks, parce que j'ai pas de cheveux, j'en ai plus. Mais il s'agit en français du scénario dit des boucles d'or. Un scénario juste parfait, juste à point. Un scénario qui voit donc une désinflation sans risque pour la croissance économique. Mais vous savez, il suffit qu'un nouveau chiffre américain concernant l'emploi mauvais tombe pour qu'on rebascule dans la peur, le scénario de la récession. Mais si le lendemain, une nouvelle statistique d'activité concernant par exemple les services, 80% du PIB américain, la consommation des ménages, 70% du PIB US, la consommation des ménages, soit bon, et on repasse du Goldilocks, vers le Goldilocks. Hop, peur, Goldilocks. Ce qui crée des mouvements volatiles. Effectivement, on me dirait que ce n'est pas très sérieux que la haute finance passe. Mais en fait, nous sommes actuellement à un point, en fait, sur une ligne de crête. Donc, c'est pas sérieux, mais c'est parce qu'il y a une vraie interrogation, il y a un vrai questionnement. Et c'est pourquoi, donc, cette semaine, vous avez le symposium économique de Jackson Hole. Donc, c'est les États-Unis qui invitent le monde entier, qui invitent essentiellement les banquiers centraux du monde entier. Et en fait, tout le monde attend de savoir ce que Jérôme Powell va dire. C'est-à-dire, s'inquiète-t-il? A priori, non. Il y a eu, depuis le rapport NFP américain, des prises de parole de certains patrons des antennes régionales de la Fed. Ils ne s'inquiétaient pas pour l'emploi. Ils ne s'inquiétaient pas en expliquant que c'était conjoncturel. Moi, si vous reprenez ma vidéo Top Gun de la semaine dernière,
Je vous ai expliqué que c'était conjoncturel pour l'instant. Donc pas structurel, c'est-à-dire lié à des phénomènes saisonniers. Pour l'instant, ça semble être le cas. Bien sûr, le marché va rester dans le stress, en tout cas l'attente du prochain rapport NFP, vendredi 6 septembre. Ce qui est intéressant, c'est que alors cette semaine, vous avez donc à Jackson Hole, dans le Wyoming, aux États-Unis, c'est en plein centre des States. Alors, c'est une ville de 400 000 habitants, perdue dans la Pampa américaine, il y a quand même des villes de 500 000 habitants. Bon, Jean Powell va parler, mais le vrai rendez-vous, c'est le 18 septembre, et d'ici le 18 septembre, vous avez donc le PCE, fin août, le 6 septembre, vous avez le rapport NFP, et vers le 10-15 septembre, une nouvelle mise à jour du CPI. Et bien sûr que la Fed va attendre ces données avant de vraiment donner son point de vue. Donc, cette semaine, oui, le symposium économique de Jackson Hole compte, mais je pense que finalement Powell va vous dire ce que je viens de vous dire. Enfin, je suppose. Allez, c'est parti parce qu'on a aussi un gros boulot technique à faire. Donc voilà les amis, c'est vrai que vous avez la patate. Alors moi, je reviens un peu du soleil, mais j'ai quand même pris froid parce que moi j'ai fait trop de sport, j'étais dans l'eau, etc. Vous voyez un peu la petite photo ici du Wyoming. Alors, j'ai aussi plein de trucs à vous montrer puisqu'on va faire les actions européennes, les actions chinoises, les indices US, les obligations européennes, les obligations américaines. Je vais à quel point encore vous rappeler que les actions chinoises sont une opportunité technico-fondamentale. Donc comme j'ai beaucoup de choses à faire, eh bien c'est parti. Alors le plan s'affiche ici sous vos yeux. Avec à droite, vous avez donc une photo du Wyoming. Et non, je reviens sur le plan. Alors, bon, voilà, le marché action, le marché obligataire sont en reprise, hein, vous l'avez observé, depuis une semaine, il y a eu un rebond. Alors les obligations, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. Le marché action, lui, après, ça te fait peur, est en reprise, parce que on se projette sur un pivot pour la bonne raison, c'est-à-dire la désinflation sans décrochage de la croissance. Alors, semaine de pré-rentrée pour les marchés boursiers, avec le très attendu symposium de Jackson Hole. Alors, symposium, c'est un forum, quoi. C'est organisé par la Fed de Kansas City. Ça a lieu du jeudi 22 août au samedi 24 août. En fait, on attend que Powell. Voilà le plan. Et donc, nous attaquons. Jackson Hole Economic Policy Symposium, j'ai mis le mot complet, pré-rentrée pour le marché boursier mondial. Alors, effectivement, je vous ai mis à gauche quelques explications, mais c'est un événement, nous allons aller directement le voir, qui est organisé donc par la Réserve fédérale de Kansas City. C'est un événement qui a lieu en fait à la fin du mois d'août de chaque année et qui rassemble un certain nombre de décideurs, mais notamment les banques centrales. Et là, si vous voulez, cet événement a d'autant plus de saveur que la plupart des banques centrales occidentales, si vous prenez par exemple la Banque nationale suisse, la Banque centrale européenne, la très vénérable Banque d'Angleterre et d'autres encore, la Banque centrale du Canada, ont pivoté. Même, je crois, la RBNZ la semaine dernière. Reste que la patronne des banques centrales, alors la patronne des banques centrales, c'est la BRI, la Banque des règlements internationaux, mais la véritable patronne des banques centrales, c'est la Fed. Elle n'a pas pivoté, ça c'est complètement inattendu. En général, la Fed donnait le tempo aux autres banques centrales. Nous n'avons jamais vu ce qu'a fait la BCE cette année, en tout cas agir avant la Fed. Maintenant voilà, la Fed, nous savons qu'elle agira en septembre. Il y a une bonne probabilité qu'elle baisse ses taux en septembre. Et le débat actuellement s'est plutôt déplacé sur combien de baisses de taux. Lorsque je dis combien de baisses de taux, en fait, on raisonne par 25 points de base, 25 BPS, 0,25 points de pourcentage. Actuellement, donc, le taux de la Fed est à 5,50. Si elle baisse à 5,25, c'est une baisse de taux. À 5, c'est 2. D'accord ? Bon. Alors, l'autre débat, il y a donc le nombre de baisses de taux. Donc, moi, je pense que ce sera une seule. Et la raison. Et ça, c'est pas pareil. Les conséquences ne sont pas les mêmes. S'il s'agit de baisser les taux parce qu'il y a une inquiétude sur le marché du travail, c'est moche. Les marchés actions souffriront, le marché obligataire continuera sa remontada. Et moi, vous savez, je vais vous le rappeler techniquement, je continue de penser, alors là, c'est vrai que les obligations ont bien rebondi, j'en suis très satisfait, j'espère que vous en avez profité, là, ça retrace un peu, mais le potentiel de rebond est encore énorme. En 2025, je vise plus 30% encore. Donc il faut rester dans le train, il faut rentrer quand ça corrige, à court terme. Mais si la Fed pivote pour la bonne raison, la désinflation sans menace pour la croissance et l'emploi, ce qu'on appelle donc le scénario boucle d'or, Goldilocks. Dans ce cas,
Les obligations monteront, mais peut-être moins vite, et les actions continueront leur tendance haussière. Vous voyez, donc les conséquences sont complètement différentes. Et donc cet événement-là, le symposium économique de Jackson Hole, eh bien, le marché espère voir Jérôme Powell donner la réponse. Alors, Jérôme Powell donnait la réponse. Pour l'instant, le marché pense avec 70% de proba qu'il y aura une baisse de taux le 18 septembre. Je vous renvoie vraiment, si ça vous intéresse, je vous en remercie, vers les 2 vidéos que j'ai fait, notamment il y a 2 semaines, en vous expliquant de bonnes surprises arrivaient sur l'inflation. A priori, c'est le cas, et que l'économie américaine n'était pas en récession. Pour le moment, je ne me suis pas planté, donc je vous donne plus de détails, donc je ne vais pas refaire une redite, mais voilà, c'est un événement important, et l'enjeu principal reste la Fed. Donc, au final, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un événement de pré-rentrée pour le marché boursier mondial. Alors, désinflation US, le meilleur est pour cette fin d'année. Sommes-nous vraiment passés en 10 jours d'une crainte que je jugeais complètement excessive, en tout cas au stade actuel, d'une récession américaine, à son contraire, le Goldilocks. Ça fait 4 jours que j'épluche la presse anglo-saxonne financière, et le mot Goldilocks, il est dans chaque paragraphe. Alors qu'en pensez? Bon, alors, tout de suite, quelques datas. Encore une fois, reprenez s'il vous plaît la vidéo que j'ai faite la semaine dernière où j'allais vraiment en détail dans la macro. Alors, les nouveautés, c'est quoi? Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis refluent. Il y avait une inquiétude sur ce trend, et nous savons que cela nourrit la hausse du taux de chômage. Donc ça recule, c'est bien. Encore une fois, vraiment, c'est le taux de chômage U3 qui compte, le taux de chômage U3 qui compte pour les États-Unis. Celui-ci s'est envolé. La prochaine mise à jour, c'est le vendredi 6 septembre. Donc il va bien sûr rester une inquiétude jusqu'à ce vendredi 6 septembre. Et le marché a besoin de voir le vendredi 6 septembre une nouvelle baisse du taux de chômage. Ce qui a rassuré le marché, c'est la poursuite de la solidité de la consommation des ménages aux États-Unis. L'indicateur ultime de la consommation des ménages aux États-Unis, ce sont les ventes au détail, le taux de croissance annuel. Et pour le moment, tant qu'il se maintient au-dessus de 0, il n'y a pas de récession. D'accord ? Là, vous avez notamment la récession du Covid, et ici, par exemple, encore la récession de la crise financière. Au stade actuel, le chiffre se maintient, et donc ce chiffre a rassuré la semaine dernière. Bon, ok, très bien. Alors, la croissance semble tenir, et vous avez eu la semaine dernière la mise à jour du CPI, avec la poursuite de la tendance baissière du CPI sous-jacent. Moi, je continue de penser que le meilleur est à venir, en particulier l'inflation CPI dite immobilière, le CPI Shelter, qui est encore très haut à 5,1, mais rappelez-vous que tous les indicateurs avancés du CPI immobilier montrent qu'il sera à 4 et puis à 3 ces prochains trimestres, car nous avons les données de l'inflation immobilière en temps réel, ce que je vous ai expliqué en détail dans cette vidéo il y a 2 semaines, vous pouvez tout reprendre. Donc ça, nous savons que cette courbe-là, ici, cette composante-là va baisser, et nous savons aussi qu'elle pèse 40%, 30% du calcul de ce CPI. Donc, il y a des choses comme ça qui permettent d'être optimiste, mais pas que. Je ne reprends pas tout ça. Vous avez donc les prix à la production qui sont venus au monde d'avant, et vous avez toujours donc, alors je remonte juste un seul, parce que je ne repasse pas en revue tous mes indicateurs avancés d'inflation, mais Trueflation qui est toujours en tendance baissière et donc qui est très bas. Si vous prenez par exemple l'inflation immobilière en temps réel, on a 1,28, d'accord. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui permettent d'être optimiste, et effectivement, donc, à ce moment-là, ce Goldilocks, maintenant il vaut bien une chose. Moi je vois comment, déjà la Fed n'a pas fait sa décision, la haute finance est complètement versatile dans sa façon de voir les choses d'un jour à l'autre. Donc, plus que jamais, le suivi quotidien des données macroéconomiques, dans 2 cases, celle qui concerne l'inflation et celle qui concerne la croissance économique américaine et l'emploi, le marché va faire il peut y avoir, comment dire, je cherche cette expression, vous savez, cette expression m'échappe, l'ascenseur émotionnel. Voilà, l'ascenseur émotionnel. Le marché, depuis 2 semaines, nous a fait l'ascenseur émotionnel. Il peut le refaire. Donc, il faut être prudent.
En tout cas, Goldilocks scénario, en attendant donc le symposium économique de Jackson Hole entre jeudi et samedi et la prise de parole de Jérôme Powell, c'est à nouveau l'espoir pour le marché. S&P 500, analyse technique de la reprise haussière. Alors effectivement, le S&P 500 s'est donc bien repris. Alors où en est-on sur le plan technique? Alors moi, je reprends le décompte. Là, je suis assez content parce que je vous avais donc proposé, j'ai tout épuré pour refaire les choses plus clairement. Je vous avais mis donc en évidence tout en haut à la fin de la vague 3 qu'il y avait cette belle divergence baissière, prix momentum, le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI. Il a permis donc d'identifier la fin de cette grande vague 3 et le point de départ de ce que j'estime être. Alors, il y a deux options. Hein. Soit nous sommes vraiment dans la 4, la vraie 4, elle est terminée, et donc nous avons commencé la 5. Soit nous sommes en fait encore en train de construire la 3, et nous aurions fait la 4 de la 3. Ça, ok, tout se défend. En tous les cas, nous sommes soit dans une sous-5 ou une grande 5. Alors, est-ce que ça tient la route et que faut-il préserver pour tenir? Alors, un certain nombre de choses. Tout d'abord, alors c'est intéressant, c'est que le mois n'est pas terminé. Nous verrons bien à la fin du mois d'août. Mais si le mois clôture pas trop mal, nous allons éviter un scénario de divergence qui, là vraiment sur un graphique de très long terme, venait systématiquement terminer les tendances. Nous verrons bien, le mois n'est pas fini. En données journalières, le marché s'est donc repris. Alors moi j'attendais, je vais être honnête, hein, j'attendais un retest de la moyenne mobile à 200 jours. Il n'y a pas eu ce retest. La plupart des GAFAM sont repartis, Nvidia le mode fusée, bon ok, dommage. J'aurais aimé, pour avoir un vrai timing, j'aurais aimé ça, vous voyez. Mais non, le marché l'a pas fait, il est reparti, c'est tout. Donc, je dirais que tant qu'on tient cette zone support en daily, tant qu'on tient les 5330, 5430, hein, vous pouvez conjuguer ça avec les enseignements du système Ishimoku, ça fait aussi le nuage. Tant que le marché tient cette zone, eh bien, nous sommes dans un scénario d'une 4 terminée. Alors, soit une grande 4, soit une sous-vague 4 de la 3. Ok, on verra ça. Et les targets, pour le moment, tant qu'on tient cette zone, allez, on peut même serrer ça tant qu'on tient la moyenne mobile à 50, nous sommes en reprise. Vous avez aussi le niveau des 50 sur le RSI qui fait à nouveau support. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur les autres marchés. Et alors, les obligations américaines, avant de passer aux indices boursiers chinois et européens, un mot donc sur les obligations US et européennes où le potentiel aussi moyen terme reste extrêmement fort. Ça, vous savez que c'est un scénario que je défends depuis des mois. J'espère que vous êtes dedans. Et il faut donc exploiter les corrections court terme pour re-rentrer si vous n'y êtes pas. N'oubliez pas le principe de base qui est la corrélation inversée entre le prix des obligations et la valeur des taux d'intérêt obligataires du marché. Le meilleur moment pour rentrer à l'achat sur une obligation, c'est lorsque le taux obligataire est sous résistance. Alors, par exemple, je vais vous montrer le Bund, on va prendre le 10 ans américain, le 20 ans US, on va essayer de comprendre un peu où est-ce que nous en sommes sur le plan technique. Alors, déjà, tout d'abord, vous prenez les taux, je prends le 10 ans américain, nous avons un phénomène donc de death cross, avec un changement de pente des deux moyennes mobiles à 50 et 200 qui rappelle 2018. Vous prenez le graphique en données hebdomadaires, vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, vous savez que je surveillais de longue date, de très longue date, le basculement du prix sous le nuage. Le prix a basculé sous le nuage. Mais en Ishimoku, la confirmation, c'est lorsque la lagging span aussi passe sous le nuage. Elle n'y est pas encore. Cela étant dit, je pense donc qu'on peut rebondir un peu à court terme, et je pense qu'il y a une résistance forte autour ici des 4,15, 4,20. 4,15, 4,20. J'entends par là que pour moi, un bon timing, si vous n'êtes pas rentré sur les obligations, un bon timing pour rentrer sur les obligations, c'est si le 10 ans américain revient vers cette zone, des 4,10, 4,20. Il revient tester donc cette résistance-là, et il revient tester les moyennes mobiles qui lui tombent sur le nez, sur le crâne. Là, il y aura un bon timing. Bon. Donc soyez patient. Après, si vous êtes déjà à l'achat des obligations, pas de stress. Même si là, ça baisse un peu avec leur bon des taux, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça. On va aller regarder. On va aller regarder directement les contrats obligataires. Voir où est-ce qu'ils en sont. Alors, on va prendre le 10 ans, le 20 ans et le 10 ans. Alors, première chose. Alors,
déjà la vue long terme, hein, pour vous rassurer sur le potentiel. C'est pour ça que moi, ça fait des mois que j'en parle, depuis quasiment un an. La fin du cycle baissier a été faite l'année dernière, les belles divergences mensuelles, l'énorme potentiel, c'est l'inverse de ça. Donc, le potentiel de rebond des bonds est énorme. Pour moi, en 2025, on va minimum ici, d'accord? On va minimum à 110, 115. Ça, c'est 2025. Maintenant, en hebdo, ce que je trouve intéressant, à contre-courant des taux, c'est voilà, système Ishimoku, il y a une tentative donc, de traversée du prix du nuage qui viendrait donc annuler le signal qui avait été donné en janvier 2021. Reste que pour confirmer, il faut voir la lagging span traverser le nuage. Ce n'est pas encore le cas. Mais moi, j'ai confiance. Et c'est pourquoi j'estime typiquement, donc vous prenez le TLT en données journalières. Là aussi, d'ailleurs, vous avez un beau Golden Cross. Vous voyez, donc, quand je parle de rebond du prix des obligations depuis un an, vous voyez, je parle de ce mouvement depuis octobre dernier. Moi, j'ai commencé à vous en parler. Alors, je vais être honnête, j'ai commencé à en parler par ici. Hein. Il y a eu ça, puis voilà. Donc, depuis, on construit la reprise. Et je pense que si on retrace dans cette zone, c'est, pour ceux qui ne sont pas rentrés, une bonne façon d'entrer. Le retest des moyennes mobiles daily. Après, si vous êtes déjà dans le marché, aucun souci, fermez la plateforme pendant un an et on attend 15-20% de hausse. Voilà, il y a deux approches. C'est le même topo sur le contrat à 10 ans. C'est la même analyse technique. Notez d'ailleurs en hebdo, le prix est passé au-dessus du nuage. La lagging span, il faut qu'elle confirme. Puis vous avez des ETF qui permettent d'avoir une vue plus globale. Par exemple, celui de Vanguard qui vous propose le marché obligataire ici total. Vous avez ici d'autres maturités comme le 7-10 ans qui avait fait lui carrément son Golden Cross en janvier dernier. Et vous voyez aussi, dans tous les cas, à chaque fois, on repasse au-dessus du nuage et nous attendons la confirmation de la lagging span. Mais c'est pour ça que je pense vraiment que les replis s'achètent. Là, vous avez pareil une belle divergence haussière mensuelle sur le 7-10 ans. Donc, pour moi, le potentiel haussier des obligations, le potentiel haussier moyen-long terme sur les obligations reste vraiment important, et notamment pour 2025. Alors maintenant, les autres marchés, je vous avais promis d'en parler. Indice européen, les supports moyen terme ont tenu. Ça, c'était une de mes convictions fortes. J'en parlais notamment dans le Top Gun la semaine dernière, où j'estimais que les indices boursiers européens étaient partout sur ces supports majeurs, que vous preniez le contrat futur Eurostock 50, le DAX, le CAC 40, le CAC 40. Bon, les stars du luxe, LVMH, c'était la zone de DCA. Bon, les valeurs du luxe, LVMH, L'Oréal, Kering, Hermès, 35% du calcul du CAC. Je pense vraiment qu'on peut avoir un scénario à horizon fin d'année de poursuite du rattrapage de ces actions européennes, qui en plus en termes de valo, sont à leur fair value, si vous prenez par exemple le Buffett Indicator, que je vais reprendre dans un instant, que les actions US. Je vais reprendre la valo pour vous montrer à quel point le marché actions chinois et les indices chinois sont intéressants, surtout qu'ils ont tracé depuis quelques semaines. Donc oui, sur ces indices européens, les supports ont tenu. Alors, je vais ici aller vous en montrer un certain nombre. Tout d'abord, l'indice de référence, le contrat futur Eurostock 50, superbe, qui a tenu donc en hebdomadaire cette ligne de tendance ici qui était magnifique, avec la conjonction Ishimoku chartisme qui est propre. Mais je vous remonte vraiment pour moi ce qui me convainc, surtout le graphique de long terme. Voilà, c'était ça que je vous montrais la semaine dernière. Le fait d'avoir tenu cette zone permet d'envisager ici un démarrage sur les actions européennes. La reprise sur la trendline est belle. Bon, et je pense que là, il y a du potentiel, que ce soit sur le DAX, où vous aviez eu le même type de ligne de tendance, et le CAC 40, voilà, où ça a vraiment bien tenu. CAC 40, en plus, qui a été mis sous pression par les élections législatives françaises, et qui, potentiellement, avec un peu plus de clarté politique à la rentrée, pourrait profiter un peu d'une reprise. Donc les actions européennes, les replis s'achètent pour davantage de hausse d'ici la fin de l'année, en tout cas selon ces critères. Prenez par exemple ici le Buffett Indicator. Alors, comment je vous rappelle ici un peu comment lire ça, la grille de lecture. Une façon de valoriser le marché qui vous propose un rapport entre la capitalisation boursière totale et le PIB. Bon, avec des zones de fair value, des zones de surévaluation ou des zones ici de marché pas cher. Effectivement, les États-Unis, eux, sont à un ratio de 190%. Ok.
La Chine, c'est carrément pas cher. L'Allemagne non plus. La France est correctement valorisée. L'Europe est davantage dans une zone où elle est correctement valorisée. Mais il y a un potentiel, je veux dire, par rapport aux États-Unis. Vraiment un potentiel ici par rapport aux États-Unis. Et puis, alors ok, parfait, voilà, donc pour les indices européens, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ensuite, indice chinois, alors une opportunité technique et fondamentale, moyen terme, il n'y a pas de sujet. Je viens de vous montrer le Buffett Indicator, la Chine, c'est vraiment pas cher. Alors oui, il y a des raisons réglementaires, la Chine, ça fait peur, ok. La consommation a du mal à repartir, mais bon, le gouvernement chinois fait son possible pour relancer la croissance. Ils ont des difficultés dans le secteur immobilier, secteur financier, ok, très bien, mais ça reste la Chine. Potentiel de croissance est huge. En plus, il y a un lien fort entre les valeurs du luxe, du CAC et la Chine. Moi, je pense que, voilà, jouer la remontée du CAC, comme je vous propose depuis 10 jours jusqu'à la fin d'année, et les actions chinoises, tout ça peut aller ensemble. Mais la Chine est vraiment pas chère. Oui, la tendance haussière de l'Inde est parfaite. Ok, mais l'Inde est maintenant plus chère. Elle est considérée comme correctement valorisée, selon le Buffett Indicator. Autre façon de comparer l'excès de valorisation ici du marché action américain, avec un PE de Schiller qui est à 35, c'est celui des 300 valeurs chinoises plus importantes, est à 10. Donc vous avez quand même un avantage en termes de valo. Et puis sur le plan technique, il n'y a pas photo. Moi je pense que ici, il y a eu une première phase de hausse. Alors moi je vous en parle depuis le début de l'année. Il y a eu une première phase de hausse. Un long retracement, c'est vrai, il y a un long retracement. Le marché a du mal à repartir parce que l'économie chinoise a du mal à repartir. Les ventes au détail semblent vouloir réaccélérer, mais moi, ce que je considère, c'est qu'en fait, toute cette phase de retracement ici est à mettre à profit. Toute cette phase de retracement est à mettre à profit. Le marché, je pense, ne va pas la retracer à 100%. Donc là, nous avons déjà dépassé le ratio de retracement des 50%. Toute cette zone ici, entre le 61,8 et le 70, pour moi, ça, c'est une bonne zone de DCA. Nous sommes entrés en zone de DCA. Zone de DCA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le timing exact du point bas étant incertain, si je veux allouer une somme, je dis une somme au hasard, 5 000 à l'investissement sur les actions chinoises, je peux mettre 1 000 chaque semaine. Et j'aurai un bon prix moyen d'entrée lorsque ça va repartir. Parce que moi, j'ai vraiment une analyse fondamentale que nous aurons des bonnes surprises sur l'économie chinoise sur le dernier trimestre de l'année. Et que donc, il faut exploiter ce retracement de cette première jambe de hausse qui avait été une jambe d'espoir que la croissance économique chinoise reparte. Mais il y a des difficultés structurelles. Le consommateur chinois, il a été secoué. Bon, c'est normal qu'il ne reparte pas à fond dans sa consommation. Mais voilà, il y a des éléments il y a un soutien budgétaire et monétaire qui permettent d'être optimiste. Donc je pense qu'ici, que toute cette phase de retracement, ça commence un peu à diverger en journalier. Peut-être une opportunité ici sur les actions chinoises. Puis je vous remonte ce graphique qui compare avec encore donc le P/E de Schiller, le dit cap ratio, c'est pareil. C'est la même chose. On compare la valo de Hong Kong, de l'Europe et des États-Unis. Les actions chinoises sont vraiment bon marché en termes de valorisation. Vraiment bon marché en termes de valo. Alors, effectivement, ça, c'est le risque qui pèse sur toutes les stratégies, qu'elles soient globales macro ou techniques, ou associant les deux. Vous pouvez avoir une argumentation parfaite, archi construite, en faveur d'un investissement, avec une belle base d'analyse technique, un bon fond d'analyse fondamentale, une bonne association rationnelle des deux, un bon timing. Et pourtant, tout pourrait être pris à revers avec des pertes sérieuses. Pourquoi? Voilà ce qui me semble être la chose qu'on ne maîtrise pas, que personne ne maîtrise, que la diplomatie essaye de maîtriser. Ça reste l'incertitude permanente. Les news parfois arrivent même le week-end, causant des gaps
dévastateur le lundi. Et donc, plus que jamais, quelles que soient ses stratégies, quelles que soient ses convictions techniques et fondamentales, il faut gérer son risque, ne pas se surexposer, pas d'effet de levier, et bien sûr ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, bref, mais ça je ne vous apprends rien. Merci les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En route donc vers le symposium de Jackson Hole. Merci de votre fidélité et bonne semaine, salut.